du groupe pourra récupérer la partie la plus grande, si vous voulez, parce qu'après, on n'aura que la gastro-pneumo, vous n'aurez que 6 heures ou 8 heures au plus. Donc, pour ce qui est des infections néonatales, les objectifs du cours, c'est de distinguer les différents types de l'infection néonatale, décrire les modes de contamination du fœtus, connaître les principaux germes en cause dans l'infection materno-fœtale bactérienne, virale et parasitaire, établir le diagnostic positif de l'infection materno-fœtale, instaurer le traitement de l'infection materno-fœtale bactérienne et retenir les principales manifestations cliniques et le traitement préventif des embryophytopathies infectieuses congénitales. Donc là, ça englobe tout. Normalement, c'est un cours qui devrait être scindé en deux parce qu'on devrait traiter les infections materno-fœtales seules et les embryophytopathies. Mais là, je vous ai mis un seul cours. On va traiter les deux à la fois. Donc le plan, on va introduire déjà la question. On va commencer par les infections bactériennes du nouveau-né, materno-fœtal et postnatal, parce qu'il y a une différence entre les deux. Puis les embryophytopathies infectieuses, puis on va conclure. Donc l'infection néonatale, il faut savoir que le maximum d'enfants qu'on a dans les services, c'est des malades qui sont plus infectés. Soit ils sont là juste pour l'infection, soit ils sont là pour une autre pathologie, plus une infection. Donc c'est une cause majeure de morbidité et de mortalité néonatale. Donc 3 à 8 cas par 1000 naissances, ce qui n'est pas rien. Donc les moyens de défense du nouveau-né font que ce nouveau-né va être prédisposé à faire ce genre d'infection. Il est petit et plus il est prématuré, plus ses moyens de défense vont être encore plus bas. Plus il a une pathologie surajoutée, plus ses moyens de défense vont être plus bas. Et donc il y a le risque rapide de diffusion des germes. Si vous passez en néonat, vous allez découvrir que presque tous les bébés ont des méningites. Ça va vous paraître un peu bizarre. Par contre, le grand enfant, vous allez découvrir une méningite sur, je ne sais pas, 2-3 mois. Chez nous, vous allez vous retrouver avec des méningites chaque jour. Ça peut vous paraître bizarre, mais ce n'est pas la méningite qui court les rues. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est n'importe quel germe qui peut donner une pneumopathie banale, peut rapidement diffuser au niveau du LCR chez le nouveau-né parce qu'il y a des moyens de défense qui sont bas et il peut faire une méningite qui est considérée comme un site normal. D'ailleurs, on déclare toutes les méningites, mais les méningites néonatales, généralement, elles ne sont pas déclarées parce qu'elles sont considérées comme étant une porte d'entrée ordinaire, c'est-à-dire un foyer ordinaire comme les poumons, comme le tractus urinaire, comme le reste. Tous les agents pathogènes, y compris les bactéries, les champignons, les virus, peuvent entraîner des infections chez le nouveau-né. Donc on va commencer par les infections bactériennes materno-fœtales. Et pour définir ces infections-là, c'est toute infection bactérienne suite à une transmission des germes de la mère à l'enfant avant ou pendant l'accouchement. C'est pourquoi on s'acharne à poser plein de questions à cette maman, on s'acharne à avoir une anamnèse infectieuse bien détaillée. Une maman qui vous dit, elle se grattait pendant les derniers jours. Elle avait des pertes, mais qui sont de couleur pas normale, elles sentaient pas bon, elles étaient nauséabondes, elle avait des leucorrhées de couleur bizarroïde, elle les a pas traitées. Une maman qui avait des brûlures mictionnelles pas ordinaire, donc ça faisait suspecter une infection urinaire. Si vous vous rappelez, je vous ai dit que la plupart des mamans, les femmes enceintes, font beaucoup d'infections urinaires pendant le dernier trimestre. Une maman qui vous a dit qu'elle a fait de la fièvre les derniers jours, qu'elle avait une CRP augmentée. Donc tout ça, ce sont des facteurs. Une rupture prématurée des membranes, au moins une fissure des membranes. Donc c'est des membranes qui sont restées en contact avec le milieu extérieur. Donc c'est une maman qui est prédisposée à faire une infection et à faire passer un germe plus qu'une autre. Et pendant l'accouchement, bien entendu, des fois au moment de l'accouchement, il y a des attitudes qui peuvent survenir. D'ailleurs, vous avez une maman qu'on a trop manipulée au niveau de l'utérus, il y a eu plein de manœuvres, il y a eu la révision utérine, systématiquement, il faut la mettre sous antibiotiques parce que de toutes les manières, elle risque de nous faire une infection. Donc une infection materno-fœtale certaine, et quand on dit certaine, c'est-à-dire là, on est sûr à 100%, c'est une infection prouvée par au moins un prélèvement d'un germe dans un site normalement stérile. C'est quoi les sites qui sont normalement stériles? C'est le sang, c'est le liquide céphalorachidien et c'est les poumons. Le sang, vous allez me dire comment? C'est l'hémoculture. Ce n'est pas une CRP ou une procalcitonine. C'est l'hémoculture qui va vous dire est-ce que ce sang est contaminé ou il est normal. Le liquide céphalorachidien, c'est notre PL. Et bien sûr, au niveau des poumons, c'est comment? C'est le PDP, donc le prélèvement distal protégé. Donc le PDP, il faudrait le faire, c'est comme si on faisait un geste au niveau du bloc opératoire. On devrait nous-mêmes être habillés correctement comme il se doit, en stérile, porter des gants stériles pour pouvoir prélever ce qu'il y a dedans au niveau des poumons. Sinon, on risque d'avoir un germe qui circule dans l'entourage ou qu'on ramène nous-mêmes par nos propres mains. Elle est dite probable quand elle est diagnostiquée par anomalie clinique,
et ou biologiques documentés par un ou des prélèvements microbiologiques périphériques positifs à un seul pathogène. C'est quoi les prélèvements périphériques? On faisait avant les prélèvements au niveau de l'oreille, les prélèvements au niveau des narines, prélèvement nasal, et le prélèvement digestif, le PG. Et il y a longtemps, on faisait le prélèvement méconial. Maintenant, il est dépassé, on ne fait plus de prélèvement méconial parce qu'ils ont trouvé que ça ne donne pas vraiment grand-chose et ce n'est pas du tout valable. Donc, les prélèvements périphériques, quand tous les prélèvements périphériques nous disent que vous avez un germe tel et que vous avez cliniquement un bébé qui ne va pas bien, chez qui on avait suspecté justement une infection materno-fœtale, on pourrait se dire que c'est probable. Parce que jusque-là, vous n'avez pas une preuve comme le LCR, comme les poumons, le PDP et comme bien entendu le sang, l'hémoculture. L'infection possible, là c'est à moindre degré, c'est quand vous avez une infection diagnostiquée par anomalie clinique et ou biologique, mais non documentée par un ou des prélèvements microbiologiques. Par exemple, vous avez un bébé qui était jusque-là bien portant, il commence à avoir un réflexe qui s'affaiblit, il commence à avoir un petit rash cutané, il n'est pas bien, il est grognant et il n'y a pas de raison pour qu'il fasse ça. Et quand vous prenez votre température, vous la trouvez à 38,8 par exemple. Là, vous avez un critère clinique chez cet enfant, plus ou moins biologique, par exemple une CRP qui est positive, mais vous n'avez aucun prélèvement qui suit. Donc ça pourrait juste être possible, ce n'est pas probable et ce n'est pas du tout certain. Donc un petit mot sur l'épidémiologie, les modes de contamination du fœtus. Donc j'ai commencé par la voie hématogène transplacentaire parce que vous savez très bien que les échanges vont se faire entre ce bébé et sa maman à travers le placenta. Il va se nourrir à travers le placenta et donc il y a un contact intime avec le placenta de la maman. Ceci dit, si ce placenta est déjà malade, c'est un bébé qui risque de choper le germe du placenta de la mère. Et donc on aura soit une septicémie, c'est-à-dire une atteinte de plusieurs foyers, soit une bactériémie maternelle ou une endométrite. Quand vous dites bactériémie maternelle, c'est-à-dire elle a un germe et on a trouvé une CRP positive chez elle. D'ailleurs, quand vous avez même une infection urinaire, ça peut passer dans la circulation. Vous allez vous retrouver avec une CRP qui est positive, une pyélonéphrite plutôt, avec de la fièvre. Et donc, ça peut toucher le bébé. Une endométrite, pire encore, parce que le bébé, il est carrément au niveau de cet utérus. Et puis la voie transvaginale, c'est surtout lors du passage dans la filière génitale. Et là, je pense beaucoup plus à quel virus, à votre avis, quand je dis la filière génitale, je dis bien le virus. On n'est pas dans les bactéries, quand je dis virus, c'est l'herpès. D'ailleurs, pourquoi on préconise, quand c'est une maman herpétique, quand elle a de l'herpès vaginal, de passer à la voie haute, la césarienne, c'est pour éviter le risque de passage à travers la filière cervicale, la filière génitale. Par contre, on peut avoir aussi des bactéries au niveau de cette filière génitale, à part les virus, et qui peuvent toucher ce bébé et l'infecter. Et puis la voie ascendante transcervicale, ou ce qu'on appelle transmembraneuse, qui est la plus fréquente par ensemencement de liquide amniotique par les germes du tractus génital. Donc quand vous avez un liquide amniotique qui est infecté, c'est pourquoi on fait attention à la couleur du liquide. Quand vous avez d'emblée une maman qui arrive, est normale, une multipare, elle va accoucher par voie basse et elle va rompre c'est-à-dire on va avoir le liquide sur le champ qui est teinté. On a notre toco, c'est-à-dire le bébé, il est bien surveillé et il n'a pas fait de brady, donc normalement il n'y a pas de signe en faveur d'une souffrance, je dis bien. Mais vous avez un liquide teinté, c'est très fort probable une infection, très fort probablement une infection. Par contre, un bébé qui jusque-là était bien, vous mettez pas tocolisé, c'est-à-dire vous surveillez au toco une maman au RCF et à un certain moment, vous remarquez une grosse brady chez ce bébé. Donc, il a fait des anomalies de rythme cardiaque fœtal. Elle avait un liquide qui était jusque-là clair, puis elle a fait virer son liquide. Donc là, c'est plus en faveur avec la souffrance fœtale aiguë. Il faudrait savoir faire la part des choses. Donc, un liquide qui a viré au moment de l'accouchement et qui a coïncidé avec un RCF pathologique, c'est beaucoup plus une souffrance. Mais un liquide qui est d'emblée teinté, c'est beaucoup plus l'infection que la souffrance, surtout que si c'est une maman qui vient d'arriver de chez elle, elle n'était pas au bain mort, elle n'a rien fait, elle n'a pas souffert, elle n'a rien senti, elle arrive pour accoucher, donc peut-être qu'il y a une infection derrière, et donc c'est une indication, même si le bébé va très bien, c'est une indication à ce qu'on fasse une CRP à 24 heures minimum, sinon idéalement une procalcitonine au niveau du sang du cordon. Donc la chorioamniotite, et ça c'est très 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 sérieux, c'est quand vous avez une maman qui fait une fièvre supérieure à 38, et quand je dis une fièvre supérieure à 38, c'est une fièvre en dehors du travail. Vous vous rappelez, quand c'est une maman qui se met en travail, elle contracte,
et donc elle va augmenter sa température, ça s'explique. Mais non une fièvre qui est en dehors de travail, mais qui dépasse 38 degrés, une tachycardie fœtale qui dépasse 160, et un syndrome inflammatoire maternel, surtout une CRP positive et ou des germes dans le liquide amniotique, si on arrive à avoir des germes au niveau du liquide amniotique ou alors par exemple un ECB positif, tout ça c'est le tableau de chorioamniotite. Et là c'est sérieux, la chorioamniotite, le bébé, on ne le donne jamais à sa mère, il faut démarrer les antibiotiques d'emblée, c'est sérieux comme tableau et donc c'est des bébés qui vont faire beaucoup plus de méningite que d'autres parce que c'est vraiment sérieux. Et quand on n'a pas de place au niveau de la néonate, je le dis bien, démarrez vos antibiotiques au niveau de la salle d'accouchement, mais ne lâchez pas ce bébé. Même si vous ne le bilantez pas, vous démarrez vos antibiotiques à partir du moment où vous avez une chorioamniotite. Sinon, vous allez perdre ce bébé d'une infection très sévère. Les germes, maintenant les germes en cause en matière d'infection bactérienne. Les plus fréquents, les Escherichia coli. Pourquoi? Parce que la plupart des femmes font des infections urinaires à Escherichia coli. Je l'ai dit, donc vous allez vous retrouver beaucoup plus avec des femmes qui vont faire soit un portage tout simplement d'Escherichia coli au niveau de leur vagin. Et au moment de l'accouchement, vous avez 15% qui sont porteuses, ce qui n'est pas rien. On a peur d'un sérotype particulier qui est l'Escherichia coli porteur de l'antigène capsulaire K1 et qui a un tropisme méningé très important. C'est-à-dire, quand vous avez un Escherichia coli avec un antigène K1 chez la maman, quand ça passe chez le bébé, la plupart du temps, il va nous faire une méningite. Il y a le Klebsiella, et c'est le Bacille gram négatif qui vient en deuxième et qu'on va trouver aussi chez les nouveau-nés, mais c'est des germes qu'on va trouver beaucoup plus chez les prématurés en refaisant les statistiques. On a trouvé que les Bacille gram négatifs, c'est des germes qu'on va trouver beaucoup plus chez les prématurés que chez les bébés à terme. Le strepto B, par contre, il est responsable de 50% des infections materno-fœtales vraies. Et on aimerait batailler pour avoir ce portage vaginal systématiquement chez nous, au Maroc. Au moins, ça nous ferait éviter pas mal d'infections à strepto B. Et donc, on pourrait les éviter tout simplement par une simple injection de 4 grammes d'amoxicilline à ces mamans-là. Donc, le portage vaginal chez les femmes enceintes, quand même, un quart des femmes enceintes vont porter ce strepto B au niveau de leur vagin. La gravité potentielle et surtout celle du portage fréquent va nous imposer des mesures préventives, surtout la recherche systématique au 3e trimestre entre 34 et 36 semaines, chose qui ne se fait pas systématiquement chez nous au Maroc. L'antibiothérapie prophylactique devrait être démarrée chez cette maman. Donc, l'ampicilline ou l'érythromycine si elle a une allergie et surtout si elle a des antécédents d'infection à strepto B ou prélèvement vaginal positif. On peut avoir une possibilité d'infection tardive. Donc, dans le strepto B, c'est des bébés qui peuvent partir chez eux et à partir de 15 jours, au-delà de 2 semaines, elle la ramène. La maman, elle ramène le bébé avec une pneumopathie, avec une infection. Il faudrait avoir le réflexe de penser à un strepto B par rapport à autre chose. Quand je dis avoir le réflexe, c'est-à-dire démarrer en probabiliste avec les antibiotiques qui ciblent le strepto B et qui sont l'amoxicilline simple qui est potentialisée par la Genta au lieu de mettre une céphalosporine 3e génération et attendre de voir les résultats par la suite parce que là, on ne va pas attendre longtemps, il est déjà à 2 semaines. Notre CRP, elle peut se faire sur le champ, notre PCT pareil. D'accord? Mais c'est les germes qui vont nous donner des infections tardives. Donc, on peut se retrouver avec des infections tardives chez des bébés qui sont partis chez eux, mais qui vont revenir avec une infection qui est en rapport avec ce qui s'est passé en période anténatale, voire en pernatale. Et là, vous voyez, 12 semaines quand même, c'est pas rien, c'est 3 mois. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que chez les 3 mois, on va traiter par triple antibiothérapie à dose méningée, parce qu'il y a des germes qu'on va hériter de chez la maman. D'accord ? Donc, toute méningite jusqu'à 3 mois d'âge est considérée comme méningite néonatale jusqu'à preuve du contraire, raison pour laquelle on va mettre les bébés sous triple antibiothérapie. C'est au-delà de 3 mois qu'on va décider autrement. Les principales localisations, justement en matière d'infection, donc on peut avoir une septicémie dans 46% des cas, une méningite dans plus d'un tiers des cas, une infection urinaire, voire ostéo-articulaire, des fois des cellulites ou pneumopathies. Cellulite, je dirais vraiment très peu. Dans ma pratique, bon, je dirais d'une dizaine, voire une douzaine d'années, jamais vu de cellulite chez le nouveau-né. Par contre, les pneumopathies, oui, on en voit, les pyélonéphrite aussi, quelques atteintes ostéo-articulaires, les méningites beaucoup et les sepsis. Les staphylocoques aureus et les entérocoques, ce sont des cocci-gram positifs, mais qu'on va voir moins. Par contre, l'hystéria, dans notre contexte est rare. Je mets un petit astérix. Pourquoi? Dans notre contexte marocain, c'est rare.
mais dans notre contexte où je dis non, parce qu'on a, je vous l'ai dit déjà, il y a une tribu au niveau de la région de Bouarfa qui sont grands consommateurs de produits de lait, de chèvre, et ces produits-là peuvent être en rapport avec une listériose. Et on a des gîtes où il y a des listérias très importants, des listérioses très importantes au niveau de la région de Bouarfa. Et donc, du coup, il faudrait y penser quand vous avez une maman qui arrive avec une fièvre très importante, des myalgies, des céphalées. C'est comme un syndrome grippal, mais qui est très sévère. En fin de grossesse, c'est très évocateur d'une listériose. Donc, il faudrait démarrer notre amoxicilline simple chez ces bébés-là avant de les perdre. Le diagnostic positif de l'infection bactérienne néonatale, donc il y a les critères majeurs, mais qui sont peu fréquents, moins de 5%, sauf si vous avez un portage vaginal. Mais on a une forte liaison, quand ils sont là, c'est qu'il y a une forte liaison avec une infection maternelle-fœtale. La chorioamniotite, c'est un critère majeur. Donc quand on parle de chorioamniotite, on peut se dire que presque à 99%, ce bébé est infecté. Un jumeau atteint d'infection maternelle-fœtale. Il n'y a pas moins qu'hier, j'ai vu une grossesse gémellaire, un bébé qui était survivant et l'autre qui est décédé il y a quelques mois. Et donc vraiment, ils l'ont fait sortir en petits morceaux, morcelés. Et donc forcément, le deuxième, il va être infecté. On ne va pas attendre d'avoir nos résultats. Il faut démarrer nos antibiotiques et voir par la suite qu'est-ce qui va se passer. Parce que de toutes les manières, ils baignaient dans le même liquide, surtout quand ils sont de vrais jumeaux. D'accord? Donc normalement, quand ils ne sont pas grands prémas, c'est une indication à extraire le deuxième jumeau un peu plus tôt. Mais maintenant, quand ils sont prémas, et déjà les jumeaux, le terme d'Yelhom, généralement au début du 9e mois, c'est-à-dire vers 36-37 semaines, la maman déjà accouche, donc on ne pouvait pas faire autrement. Et puis, la prématurité spontanée, si vous vous rappelez, on s'est dit que toute prématurité inexpliquée, spontanée de moins de 35 semaines est une infection jusqu'à preuve du contraire. Une température chez la mère avant ou au tout début du travail, c'est-à-dire, le travail vraiment, où elle doit faire augmenter sa température, quand elle dépasse 38 degrés, c'est un signe en faveur d'une infection. Une rupture prématurée des membranes avant 37 semaines, c'est-à-dire une maman qui n'est pas encore entrée en travail, qui ne contracte pas, mais qui a rompu la poche des os. Quand il y a du liquide qui coule, et là, elle a rompu, mais avant 37 semaines. C'est fort évocateur d'une infection, parce que de toutes les manières, on ne va pas pouvoir la coucher avant 37 semaines. On essaye de donner le temps à ce bébé pour qu'il grandisse un peu, pour qu'il ne fasse pas les complications de la prématurité, surtout la maladie des membranes hyalines. Et donc là, on court un risque énorme d'infection. Donc généralement, c'est des mamans qui sont prises en hospitalier et qu'on va mettre sous antibiotiques pour faire éviter au bébé le passage, surtout si elles sont surveillées avec des CRP quotidiennes. Les antécédents d'infection maternelle-fœtale à strepto B, le portage vaginal positif au strepto B chez la mère, une bactériurie à strepto B chez la mère pendant la grossesse, en dehors de toute antibioprophylaxie, je dis bien. Quand c'est une maman qui a pris l'antibioprophylaxie comme il se doit, on oublie cette histoire de strepto B. Comme quoi, une seule injection peut sauver des vies. Les critères mineurs, maintenant, ils sont fréquents, mais ils sont très peu liés à l'infection maternelle-fœtale. C'est-à-dire, quand on dit très peu liés, il faut les prendre en considération pour bilanter ces enfants, pour les surveiller, mais non pas pour démarrer notre traitement d'emblée. Une ouverture de la poche des os entre 12h et 18h. Donc c'est une maman qui a rompu, mais cette rupture n'a pas dépassé les 18h. Ça reste un facteur quand même à prendre en considération. Si j'ai des bébés chez qui on va demander une CRP minimum à 24 heures de vie. On ne va pas le prendre, on va le surveiller. En moindre petit doute, il faudrait quand même avoir ça en tête et bien sûr demander une CRP à 24 heures. Une prématurité spontanée mais qui dépasse les 35 semaines. Une anomalie du RCF ou asphyxie fœtale inexpliquée, c'est-à-dire vous avez une maman qui jusque-là, bon, on a fait sortir le bébé, c'était pas un circulaire du cordon, tout était bon, pourquoi il va faire ces petites souffrances? Donc probablement il était infecté, il faut l'avoir en tête. Et un liquide teinté ou méconial, et là aussi un liquide teinté d'emblée. Mais c'est un liquide teinté qui a viré, qui était clair et qui a viré. Quand il vire, c'est beaucoup plus en faveur d'une souffrance. Un critère impose une surveillance clinique de 24 heures minimum. Quand je dis 24 heures, on ne va pas le prendre chez nous. Peut-être on va le garder en maternité, mais il y a un médecin qui va se déplacer pour voir est-ce qu'il va bien, mais est-ce qu'il y a des critères sur lesquels on va se dire on va le prendre. Les signes cliniques d'infection chez le nouveau-né, un trouble de la réactivité, c'est-à-dire un tonus, un bébé qui est hypotonique. Quand il est hypotonique, quand il ne tète pas bien, il se peut que ce soit un bébé infecté. Quand il convulse, on n'en parle même pas. Des troubles thermiques type hypo ou hyperthermie. Mais il faudrait savoir que chez le nouveau-né, on peut
ne rien trouver, ça ne veut pas dire que c'est un bébé qui n'est pas infecté. Donc il faudrait faire attention. Tous les tableaux peuvent se voir. Des fois, on n'a aucun tableau, mais c'est un bébé qui ne va pas bien, qui risque de nous faire des problèmes. Des troubles respiratoires type détresse respiratoire apnée, troubles hémodynamiques avec un pouls filant, là c'est le stade ultime, avec une tension qui est basse, une hyperthermie, un pouls filant, un temps de recoloration allongé, voire un bébé marbré. Et puis des troubles digestifs type vomissement, diarrhée. Des fois, on peut ne rien trouver. Un syndrome hémorragique purpura, hépatosplénomégalie. Comme vous voyez, on a un tableau qui est vraiment très très varié. Donc n'importe quel signe anormal, ça pourrait nous indiquer une infection materno-fœtale et le prendre en considération, comme quoi aucun signe n'est spécifique ni constant. Donc tout symptôme devrait nous faire suspecter une infection et donc c'est une hospitalisation urgente. On ne va pas attendre qu'il nous fasse un sepsis sévère, donc il faudrait le prendre en hospitalier. Les signes biologiques, donc on va voir le sang. On pourrait avoir soit une leucopénie, soit une hyperleucocytose qui peut arriver jusqu'à 30 000. C'est des chiffres qui sont importants. Parce que quand je vois quelqu'un au niveau des examens cliniques, qui est arrivé aux examens cliniques et qui me dit 12 000, c'est une hyperleucocytose chez un nouveau-né, ça me met hors de moi. Donc s'il vous plaît, chez un nouveau-né, les chiffres sont tout à fait différents. Moins de 5 000 de blanc, c'est une leucopénie. Au-delà de 25 000, voire même 30 000, c'est là où on parle d'hyperleucocytose. Une neutropénie de moins de 1500 ou myélémie qui dépasse les 10% du taux des globules blancs et une thrombopénie, comme tout le monde, c'est le seul chiffre qui reste en commun avec l'adulte, c'est les plaquettes, au-dessous de 150 000. Le syndrome inflammatoire, j'ai mis une CRP qui est supérieure à 20 mg par litre, quoique maintenant les sociétés scientifiques commencent à parler d'un chiffre de 10.